Bon mardi, mesdames, messieurs. Un autre face-à-face entre policiers et manifestants ce soir au centre-ville de Montréal où se déroule ce sommet du G20. Jean-François Guérin est là-bas. Jean-François, beaucoup plus calme qu'à pareille heure hier. Moins de casse, mais quand même quelques arrestations ce soir. Oui, on sent quand même une tension toujours dans l'air ce soir, Pierre. Cependant, rien à voir avec les jets de pierre, de bouteilles, de cocktails Molotov d'hier. On peut vous montrer tout de suite en direct ce que ça donne. Nous, on est devant le Sheraton et vous voyez que les manifestants ont été repoussés un peu à l'est de la rue Stanley. Les policiers, un fort contingent du groupe d'intervention qui les tiennent à bonne distance de l'entrée du Sheraton. Pour faire le point sur tout ça, on parle au commandant André Durocher de la police de la CUM. Monsieur Durocher, j'aimerais que vous m'expliquiez d'abord la façon de procéder des policiers. On a fait un périmètre, on a mis des barrières autour du Sheraton, on a laissé les gens y entrer et après ça, on les a sortis. Ça n'aurait pas été plus simple de carrément empêcher les gens d'y entrer? Bien, dans un premier temps, le périmètre avait été fait simplement là, pour fermer la circulation automobile, si on veut. Le périmètre n'était pas complètement étanche à ce moment-là et c'était pas le but. Les gens ont pu se sont rassemblés de façon graduelle et lorsqu'il y avait un nombre suffisant de gens, lorsqu'on craignait en fin de compte qu'il pourrait y avoir peut-être des dommages comme il y a eu hier, on a décidé simplement de repousser les manifestants, comme vous le dites, à l'arrière. Parce qu'il n'y avait pas de manifestation en ce moment. Les gens étaient relativement paisibles. Bien, relativement, oui, sauf que là, on a commencé à bouger les manifestants puisqu'on a eu 2 manifestants qui ont commis des voies de fait sur les policiers. On a jusqu'à maintenant 4 manifestants qui ont été arrêtés pour attroupement illégal. Et tantôt, on me donnait l'information qu'il y a des manifestants qui ont commencé à lancer des objets en direction des policiers au moment où on se parle. Ça vient une information qui vient tout juste d'en parvenir. Et donc, la situation reste à surveiller pour les prochaines minutes. Jean-François. Définitivement. Merci, M. Durocher. Jean-François, on sait qu'hier, il y a quand même eu des arrestations et des gens qui ont comparu aujourd'hui. Exactement. Des manifestants d'hier, d'ailleurs, qui ont accusé les policiers de brutalité et qui, comme vous allez le voir, ont dit qu'ils n'avaient pas eu le choix de répliquer. Pourquoi des manifestants ont-ils brisé des véhicules, peinturé les murs d'un hôtel et lancé des pierres aux policiers? Ils répondent par une charge à fond de train contre ceux qui détiennent le pouvoir. S'ils ont agi ainsi, c'est parce que la police de Montréal a provoqué délibérément un affrontement. Même quand les gens se sont dispersés pacifiquement hier, les policiers ont chargé délibérément sur elles pour en arrêter le plus grand nombre. Je peux drôlement voir comment on peut parler de provocation de la part des policiers alors qu'on a des manifestants qui se sont amenés avec des bâtons, avec des cagoules, avec des masques à gaz, avec des gaz lacrymogènes. 7 des 39 manifestants arrêtés ont comparu au cours des dernières heures. Les autres ont été relâchés en matinée. 4 font face à des accusations d'attroupement illégal. Les autres, d'agression armée contre les forces de l'ordre. Au moins un devra revenir en cours mercredi. Mais qui sont ces manifestants qui dénoncent les riches et la pauvreté? Certains étudient à l'université. Des gens qui en ont marre. Ça, c'est des gens de tous les secteurs sociaux. C'est pas seulement des étudiants. C'est pas seulement des jeunes, des sans-abri, aussi des travailleurs. On n'a pas de place pour s'exprimer. On n'est pas entendu. Le pouvoir est concentré entre les mains des riches. Ils exigent l'annulation de toutes les accusations portées contre eux. Les manifestants ont bien l'intention de recommencer lors du Sommet des Amériques qui va se tenir en avril prochain à Québec. Cela va donc laisser des traces. Les méchants anarchistes, les anticapitalistes, on va y être, mais pas pour poser des bombes, comme l'a dit le gouvernement, pour essayer de faire peur à la population. Des manifestations comme celle-ci risquent donc de se reproduire. Harold Gagné, TVA, Montréal. L'effondrement du viaduc à Laval, maintenant, après 4 mois d'enquête, les experts chargés de faire la lumière sur cet effondrement du viaduc du Souvenir cet été viennent de rendre le rapport et les conclusions sont accablantes. Les spécialistes confirment que les poutres ont été mal installées et risquaient de tomber pour tout et pour rien. Dans les jours qui ont suivi l'effondrement du viaduc du Souvenir, Québec a mis sur pied un comité d'experts. Le rapport confirme que les poutres qui passaient par-dessus l'autoroute la plus fréquentée du Québec étaient mal installées et dans un équilibre précaire. Même le vent pourrait contribuer. Même une vibration trop forte due à un passage d'un camion ou encore une imperfection dans l'asphalte pouvait causer des problèmes puisqu'il y avait une situation qui s'y prêtait. Le ministre Chevrette reste prudent dans ses commentaires. Rappelle qu'il y a eu mort d'homme et qu'un coroner étudie toujours le dossier. Il insiste cependant pour dire que la responsabilité de l'affaire n'est pas dans sa cour. Le contracteur est Viver Asphalt, si j'ai bien compris. Les professionnels, c'était Dessau. Et les signataires de responsabilité, c'est-à-dire le maître d'œuvre du projet, c'est la Ville de Laval. Les experts de la Ville n'avaient pas la surveillance de ce chantier. C'est les firmes de génie conseil engagées spécialement à cet effet, possédant une expertise reconnue par le ministère qui régulièrement leur donne de tels contrats.
Pour sa part, l'opposition libérale réclame une enquête publique, prétend que Québec a des choses à cacher dans cette histoire et ne fait pas ce qu'il faut pour faire la lumière. Qui va regarder les causes politiques? Qui va regarder les causes administratives? Qui va regarder les causes en ce qui concerne le copinage entre le bureau du premier ministre, certaines banques, certains contrats qui n'auraient pas dû être donnés? Ça, c'est une panoplie de questions qui ne trouveront jamais réponse. Le ministre Chevrette ne fera cependant rien tant que le coroner n'aura pas remis son rapport. Yves Malo, TVA, Québec. La guerre des gangs de rue, les résidents de Montréal-Nord commencent à avoir peur. Depuis quelques mois déjà, ils entendent des balles siffler. Ils voient des actes violents être commis à 2 pas de chez eux. Cette guerre que se livrent les gangs de rue intimide et fait réagir. Certains résidents songent même à déménager. Il y a eu un meurtre juste dans l'autre entrée derrière, là, à mitraillette. Alors, c'est pas le paquet de balles. On a entendu la rafale et les plombs rentrés dans l'auto en arrière. Alors, imagine s'il y avait un enfant ou une femme là, il y a quelqu'un qui aurait payé pour. En juin dernier, François Bourbeau et sa conjointe s'établissent à Montréal-Nord, sans trop connaître le quartier. Sur la rue Pascal, les logements ne sont pas chers. Presque 5 mois plus tard, ils savent un peu plus pourquoi le loyer est une si belle aubaine. Les gangs terrorisent le quartier. Le couple veut déménager. Moi, j'ai vu le gars se faire tirer et j'ai vu l'arme qui a tiré. Mais je serais jamais capable de les identifier. Ben écoute, c'est certain que si on trouve quelque chose ailleurs, on va sacrer notre camp. Ça, c'est sûr et certain. Dans ce quartier de Montréal-Nord, le taux de criminalité n'a pas véritablement augmenté. Avec la guerre des gangs, ce sont les perceptions qui changent. Avec ou sans raison, les citoyens ont peur. Le taux de criminalité a diminué depuis les 3 dernières années sur l'ensemble du territoire, et particulièrement à Montréal-Nord. Et certains événements, comme des homicides qui se sont produits cet été, créent ce sentiment d'insécurité-là. Moi, avant, j'allais prendre des marches le soir vers 11 h. Je montais jusqu'à Henri Bourassa. Maintenant, je ne sors plus le soir. Dans ce dépanneur de Montréal-Nord, par exemple, on n'a pas le choix. On est équipé d'au moins 3 caméras de sécurité. Vers 16 h, les gangs de rue commencent à bloquer l'entrée. C'est à ce moment-là que ça devient problématique. Ils viennent nous déranger ici devant la porte et barrent les portes pour que les clients ne puissent pas rentrer. À Montréal-Nord, le taux d'inoccupation est de 5 %, l'un des plus élevés de l'île. Les loyers chutent, le prix des propriétés aussi. Ça vaut combien à peu près, ça? Bon, en moyenne, ici à Montréal-Nord, le prix demandé dans les 160 000 $, ça se négocie aux alentours de 140 000 $. À Montréal, le même bloc? La même propriété, si on compare avec Rosemont, c'est 160 000 $ et plus. Malgré cette insécurité, la répression pour certains n'est pas l'unique solution. L'essentiel, c'est qu'on connaît la culture et on connaît les problèmes. Donc on peut se rapprocher un petit peu. Mais soit dit en passant, c'est sûr que quand on parle de dur, certains d'entre eux me voient aussi comme un policier et puis qui ne veulent rien savoir. Pendant ce temps, le couple Bourbeau-Camiran cherche un logement. Ont-ils raison de vouloir partir? Mais surtout, comment peut-on les convaincre de vouloir rester? J'étais 4 minutes en auto de mon travail. C'est aussi, en même temps, c'est un compromis, là, mais je trouve qu'il est cher, mon compromis, maintenant. Dominique Moret, TVA, Montréal-Nord. Ici Isabelle Audet. Une bagarre entre 4 jeunes dégénère à Trois-Rivières-Ouest. Je vous en parle dans un instant. Suite à une violente bagarre. Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, vient narguer Jean Chrétien dans son propre comté. Au sport, Mario Tremblay et Jacques Lemaire, de retour au Centre Molson, mais pour battre le Canadien. Vos informations régionales. Voici Chantal Carignan. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, une bagarre entre 2 groupes d'étudiants a dégénéré hier midi près de la polyvalente Chavigny, à Trois-Rivières-Ouest. Un adolescent de 15 ans a roué son adversaire de coups de pied, si bien que la victime a dû quitter les lieux en ambulance. Aujourd'hui, la direction de l'école a tenté de comprendre ce qui a poussé les adolescents à un tel niveau de violence. C'est une querelle au sujet d'un simple emprunt de cigarette qui aurait poussé 4 jeunes à s'expliquer près de la polyvalente Chavigny sur l'heure du dîner. Le ton a monté, puis l'un des adolescents a frappé un de ses vis-à-vis. Son frère s'est mis de la partie en s'en prenant lui aussi à un autre jeune. Le coup a bien porté, puis il a tombé à terre. Et là, l'adversaire, il a perdu les pédales. Là, il faisait dessus un grand coup de poing, un grand coup de pied. Il a fait ça une vingtaine de coups.
La victime, âgée de 16 ans, a subi de sévères blessures à la tête et souffre d'un traumatisme crânien. Il est cependant hors de danger. Il avait l'air d'une personne qui reçoit un bon règlement de compte, là, que normalement on voit peut-être dans le monde des motards. On était quand même très surpris, je pense. Toute la scène s'est produite à l'abri du regard des surveillants. C'est que les jeunes se sont donné rendez-vous de l'autre côté de ce boisé qui sépare l'école secondaire du lieu de la bagarre. Devant la rare violence de cette bagarre, la direction de l'école a immédiatement demandé à ce que les 4 jeunes impliqués dans l'altercation soient pris en charge par des services professionnels. L'occasion aussi de transformer ce triste incident en un formidable contre-exemple. Il y a un suivi dépendamment de l'implication de chacun des jeunes. Alors, c'est un suivi particulier et c'est sûr que les parents sont déjà dans le coup, là. Voulu ou non, cette bagarre portera à conséquence pour les 2 frères qui ont initié la bagarre. Ils sont formellement accusés de voies de fait et devront répondre de leurs actes devant le tribunal de la jeunesse. Isabelle Audet, TVA, Trois-Rivières-Ouest. 3 chasseurs de Sainte-Julie, Montérégie, vont se souvenir longtemps de leur expédition sur le lac Saint-Pierre. Ils se sont retrouvés coincés pendant 6 heures dans une cache. Marie-Christine Bergeron, racontez-nous comment ils sont finalement arrivés à sortir de là. Bon, il faut dire, Chantal, qu'ils ont été chanceux puisqu'un autre chasseur de canards qui passait près de l'endroit où ils étaient les a aperçus, les a embarqués, les a ramenés sur la terre ferme vers 13h30 à Sorel. Donc, les chasseurs étaient là depuis 5 heures ce matin. Ils ont donc passé 6 heures entourés d'eau. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au moment où ils ont débarqué là, de leur embarcation, leur chaloupe a dérivé. Vers 11h15, la garde côtière a remarqué la chaloupe qui dérivait sur le lac Saint-Pierre à la hauteur de Louisville. À l'intérieur, il y avait 3 armes à feu, 3 vestes de flottaison individuelles, 2 cellulaires et des vivres. Les autorités ont donc craint le pire. C'est donc à ce moment-là que l'opération pour les retrouver a été lancée? Oui, Chantal, toute une opération de recherche qui a été mise en place. 2 bateaux de la garde côtière, 3 de la Défense nationale de Nicolet, un hélicoptère et un avion. Les recherches ont duré 4 heures, en fait, jusqu'à ce que les chasseurs, eux, se rendent compte qu'ils étaient recherchés, donc vers 3 heures cet après-midi. Par ailleurs, Chantal, Daniel Lamirande de la Sûreté du Québec nous a expliqué qu'il aurait été possible de localiser l'endroit où les chasseurs avaient été, puisqu'à l'intérieur de l'embarcation, il y avait un GPS. Un GPS, c'est une boussole qui mémorise le parcours des chasseurs. Donc, je vous invite à écouter à ce sujet Daniel Lamirande, porte-parole de la Sûreté du Québec. Oui, c'est sûr qu'advenant qu'on ne les avait pas localisés, avec le système de positionnement global qu'on a retrouvé dans leur chaloupe, on aurait possiblement pu, avec une embarcation moteur, aller localiser la caleuse là, en fin de journée aujourd'hui. Mais là, maintenant qu'on sait qu'ils sont sur terre, qu'ils sont sains et saufs, il n'y a plus de problème. Donc, on peut imaginer, à l'heure qu'il est, qu'ils sont déjà sur le chemin du retour vers Sainte-Julie? Bien, en ce moment, Chantal, ils sont à Louisville là, pour raconter leur histoire et reprendre leur embarcation et leur cellulaire et tous leurs trucs qui étaient à l'intérieur de l'embarcation. Donc, une histoire qui, somme toute, se termine bien. Merci beaucoup. Au revoir. Des résidents de Saint-Grégoire se plaignent du bruit et des odeurs qui émanent d'une usine située juste derrière chez eux. Agrandissement. Du côté de la municipalité, on affirme qu'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement aurait été exigé si la vraie nature de l'installation avait été connue. Je n'ai pas demandé de permis de... On appelle ça un certificat d'autorisation. J'en ai pas demandé pour le séchoir. J'ignorais qu'il fallait que je le demande. Oui, c'est une zone industrielle. Oui, c'est conforme au règlement municipal. Mais là où il y a une non-conformité, pour l'instant, c'est au niveau du ministère de l'Environnement, où là, le permis doit être émis en conformité des dosages de bruit et d'odeur. Le propriétaire, lui, rejette la faute sur la municipalité, qui aurait dû prévoir une zone tampon entre l'usine et les résidences. Les résidents du secteur, eux, devront patienter jusqu'à ce que tous les intervenants se soient entendus sur les mesures à prendre pour corriger la situation. Ghislain Morissette, TVA, Bécancour. Il y a des passages... Saint-Maurice, le comté du premier ministre. Une règle non écrite veut pourtant qu'un chef évite le comté d'un autre dans sa tournée électorale. L'occasion était trop belle pour le chef bloquiste de dénoncer les présumés cas de patronage dans le comté. Le chef bloquiste est débarqué sur la 5e rue, au cœur de Shawinigan, nargué Jean Chrétien, à quelques pas de son bureau de comté. C'était là l'occasion de mousser la controverse sur les subventions fédérales, notamment à des entreprises du comté de Saint-Maurice. C'est pour ça qu'une de nos demandes, c'est que le commissaire à l'éthique relève directement du Parlement et non pas du premier ministre. Il s'est arrêté devant l'ancien Institut du commerce électronique, une créature d'Ottawa, récemment fermée à la suite de révélations de malversation.
Il y a présenté son candidat, François Marchand, un avocat, grand organisateur péquiste, qui a le mandat de faire mieux que l'ex-ministre Yves Duhem en 1997. Depuis 3 ans, les gens du Québec attendent toujours l'argent qui doit leur revenir. Et là, la cloche a sonné pour Jean Chrétien. C'est pas parce qu'on est contre des subventions qui ont été mal faites qu'on se contre les subventions tout le temps. Le chef du Bloc dénonce les pratiques douteuses dans l'octroi de subventions, mais croit que l'aide de l'État est nécessaire pour des projets comme celui du Centre de recherche intégré en pâtes et papiers de Trois-Rivières. Ce projet de 150 millions de dollars a déjà essuyé un premier refus d'Ottawa. Le député du Bloc à Trois-Rivières refuse de prendre la responsabilité de cet échec. Alors que moi, j'ai la liberté, comme représentant de l'opposition, de pouvoir dénoncer la situation et la décision prise par le gouvernement fédéral. S'il est au pouvoir, il sera obligé de se taire. Le chef du Bloc clôture sa tournée régionale ce soir avec une assemblée à Trois-Rivières. Puisqu'il l'a fait une fois, il pourrait bien revenir dans le comté du premier ministre d'ici la fin de la campagne. Pierre Saint-Yves, TVA, Shawinigan. Au retour, on vous parle de Mario Tremblay et Jacques Lemaire qui sont de retour au Centre Molson, mais pour battre le Canadien. Ma mère, c'est une voyante. Elle voit tout. De musique, des claviers de toutes sortes, des accessoires qui répondent à tous vos besoins et encore plus. Des cours à l'année que vous commencez quand vous voulez. Il y en a un qui vous offre un aussi bon service avec le sourire. Il y en a juste un et c'est le plus grand. Le numéro 1 de la musique, le Centre de piano et d'orgue mauricien 1003 Saint-Maurice, Trois-Rivières. Morin Sport, votre concessionnaire Arctic 4. Entreprise familiale bien de chez nous, Morin Sport met 16 années d'expérience à votre service. 13. Malheureusement pour les oiseaux, plusieurs ne se rendront jamais dans nos assiettes. Quant aux survivants, ils tentaient tant bien que mal de réconforter leurs congénères blessés. Puis, c'est la course pour récupérer les survivants. Un événement pour le moins traumatisant pour les poulets désemparés sur la chaussée. Et un petit clin d'œil pour la caméra. 2 voitures sont entrées en collision avec le camion renversé. Résultat, 3 blessés mineurs. Quant aux poulets, l'histoire ne dit pas quel sera leur avenir, mais il y a fort à parier que leur stress qu'ils ont vécu les ait rendus impropres à la consommation. Stéphane Boucher, TQS, Montréal. Affaire d'inusité, bien sûr, que je voulais. C'est des poulets qui ne se rendront pas dans vos assiettes ou dans l'abattoir, ça c'est bien clair. Des choses qui arrivent. Hein? Il y a d'autres choses qui sont arrivées également. Ça s'est produit hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui, depuis plusieurs heures, un large quadrilatère au centre-ville de Montréal était fermé au public. Pourquoi? Et à toute circulation, les policiers ont fait un cordon de sécurité. Pourquoi? Manifestation qui était anticipée ou prévue. D'ailleurs, hier, il y en avait eu. Et là, il y avait eu charge de cavalerie. Vous vous en souviendrez, on avait toutes les images de nombreuses arrestations. Les policiers, aujourd'hui, ne voulant être pris à contre-pied, ont décidé, effectivement, d'obtenir une autre stratégie. Ils ont opté pour une autre stratégie. Donc, rapidement, ils ont bouclé entre la montagne et Université, pour ceux qui connaissent un peu le centre-ville de Montréal, et ont défendu tout accès devant le centre Sheraton où se tient ce sommet du G20. Le G20 étant un regroupement de pays industrialisés et les ministres des Finances étaient réunis au centre-ville de Montréal. Depuis hier où c'était l'inscription, mais aujourd'hui où se tenaient les réunions. Cette crainte, pourquoi on l'a? C'est parce qu'au printemps prochain, il y a le sommet des Amériques qui se tient à Québec. Et à chaque fois qu'il y a un regroupement international de pays industrialisés, on parle d'économie internationale et de mondialisation. Donc, ça fait immédiatement lever des boucliers pour des gens qui craignent des grandes valeurs ou un appauvrissement des populations si le capital et le profit sont les seuls critères qui gèrent la planète. Regardez bien les images qui se sont produites aujourd'hui au centre-ville de Montréal, alors que depuis plusieurs heures, on avait bouclé un périmètre de sécurité et que c'est par centaines que les policiers de l'anti-émeute sont venus sur place et ont procédé à certaines arrestations de gens qui avaient été préalablement identifiés. On regarde les images.
Alors, vous avez vu que les policiers n'avaient pas l'intention de s'en laisser imposer ou de se laisser déborder par les événements. Hier, c'est ce qui s'était passé alors que la cavalerie avait dû repousser certains manifestants. Aujourd'hui, donc, pas trop de grabuge, certaines arrestations. Mais comme à toutes les fois, évidemment, on prétend toujours vouloir faire des manifestations pacifiques dans le seul désobéissance civile. Mais certains groupes de pression sont infiltrés par des anarchistes ou encore des gens qui viennent foutre le trouble et ça vient foutre le bordel dans de telles situations et on vise toujours les policiers comme étant des gens qui ont initié les choses alors qu'il y a peut-être eu provocation par ailleurs. Au revoir tout le monde, bonne soirée à l'antenne de TQS, on se retrouve demain 17h. Party qui a suivi l'événement. Un reportage d'Herbie Moreau.